Après-midi, on va faire la troisième séance du cycle RES, recherche environnementale sur la société. Donc, quelques-uns d'entre vous ont suivi RES 1. Il y avait 2 personnes dans le public à Montpellier et je crois qu'il y en a 2 qui l'ont écouté sur MP3. Et donc, RES 1, c'était l'introduction. RES 2, c'était une demi-journée sur l'évaluation de politique publique dans l'optique RES à Montpellier également. Et puis RES 0, c'est la conférence sur la critique que j'ai faite en janvier 2004 et qui a été à l'origine du processus. Je vous rappelle le but du processus, c'est de dire qu'il faut réexaminer l'hypothèse intenable de la neutralité du chercheur et voir comment on peut fonder une réflexion à partir d'un point de vue environnemental sur la société et en quoi elle peut contribuer à construire un espace pluraliste de recherche et de travail en sciences de l'homme et de la société. Donc, cette séance 3, je l'ai intitulée « L'intervenance et la dimension analytique des recherches en sciences sociales. Quel modèle, quel mot pour en parler, pour les assumer ?» C'est un moment que j'attends depuis longtemps et plusieurs d'entre vous, à l'occasion de RES 1 et RES 2, m'ont dit « Mais tu parles d'analyse, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'analyse ?» Et donc, aujourd'hui, c'est le moment d'en parler. Je vous ai mis en exergue une citation de Roger Loureau, un auteur sur lequel Calahorra m'a dirigé il y a 3 ans peut-être, ou 4 ans. Qu'en est-il du contre-transfert du sociologue ? En quoi l'implication institutionnelle du chercheur ou du praticien, celle du chercheur étant beaucoup moins visible que celle du praticien, est-elle non un obstacle à l'analyse, mais le lieu même où commence l'analyse institutionnelle ? Les termes soulignés ont été soulignés par Loureau. Le visible est très important, ça veut dire que Loureau considère qu'il n'y a pas moins d'implication du chercheur dans la pratique que du praticien, ou plutôt d'implication institutionnelle du chercheur que du praticien, mais qu'elle est moins visible. Et pour le reste, vous voyez bien qu'on est proche du thème général de RES. La question posée est celle-ci, est-ce que l'analyse est un simple démontage intellectuel ? Analyse, c'est démontage à partir du bas, ou bien est-ce que le terme ou le concept désigne quelque chose de plus actif, comme quand on l'utilise dans le mot psychanalyse ou socio-analyse ou analyse dans la formule analyse institutionnelle. Et dans ce cas-là, ça n'est pas seulement un démontage intellectuel, mais une action sur l'autre qui passe par la parole et par l'écoute, qui suppose un dysfonctionnement et qui s'inscrit dans l'horizon d'un changement. Autrement dit, c'est une intervention de changement. Or, il est implicite dans la SGE que c'est bien dans cette optique-là que le mot est pris. En revanche, depuis qu'RGTE a démarré, on n'en a jamais parlé et on est resté dans un implicite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a fait comme si on pouvait tout aussi bien entendre la formule en disant c'est un démontage intellectuel, cette analyse, seulement. Le but de la séance, c'est donc une reprise d'appui par rapport à cet aspect implicite, assez fondamental de notre travail, en tout cas du mien, je pense aussi de certains autres. C'est de poser les marques d'un travail à venir, et puis c'est d'amplifier la question qui était déjà soulevée à la fin de RES 0, de RES 1 et de RES 2. Alors, je vais vous rappeler dans quels termes la question était posée dans ces différentes occasions. À la fin de RES 0, l'enjeu soulevé, c'était de dire que si on voulait avancer sur la question de la neutralité ou de l'implication du chercheur, il ne suffisait pas de réfléchir, il fallait rentrer dans une démarche analytique au sens d'un processus de prise de conscience et d'explicitation en situation et en action, que ça ne pouvait que s'inscrire dans des discussions ou des échanges avec d'autres personnes engagé dans un processus similaire, ça ne peut pas être une simple réflexion purement individuelle a priori. Et deuxièmement et troisièmement, ça se passe dans un contexte qui n'est pas simplement un contexte de prise de conscience, mais un contexte où cette prise de conscience passe par des résistances, des enjeux psychologiques, justement ce qui fait l'investissement institutionnel et qui fait
qu'on n'est pas libre de comprendre les choses comme on veut. Si on veut changer son cadrage pour comprendre le monde, eh bien, ça résiste parce que nos cadrages intellectuels, ils sont fortement liés à nos intérêts symboliques, psychologiques, organisationnels, financiers, etc. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a un gap entre la simple réflexion et l'analyse au sens d'un travail sur soi, sur une situation, dans le cadre d'une discussion avec les autres. À la fin de RES 1, donc j'avais annoncé, RES 1 annonçait le cycle et comment il allait fonctionner. Donc l'idée, c'est un projet dont la dimension analytique est centrale, ou du moins le côté analytique est central pour la réflexion RES. Une action, une pensée qui met en jeu ses propres termes, une pensée qui assume la réflexion sur cette mise en jeu, sur la manière dont elle met en risque ces termes. J'avais annoncé aussi le fait de m'appuyer sur les approches analytiques en psychologie, parce qu'elles fournissent un immense répertoire de références, sans pour autant sombrer dans le psychologisme ou m'aventurer dans le psychologisme. Là, j'ai simplement recopié les diapos telles que je les avais faites à la fin des conférences. Et puis, j'avais indiqué qu'il faudrait se repencher sur l'analyse institutionnelle, qui constitue un antécédent presque oublié aujourd'hui, mais fondamental. Dans RES 2, j'étais resté toujours un peu allusif. À propos de l'évaluation des politiques publiques, j'avais simplement évoqué rapidement à la fin le fait que la manière dont s'organisait une évaluation de politique publique, on y retrouvait les mêmes termes que dans une intervention analytique, comme celle d'un psychanalyste par exemple. On a une activité interactive et réflexive, autrement dit on discute pour réfléchir sur une situation et une action. On verbalise, on explicite ce qui se passe, c'est au centre du processus. Les participants sont affectés, c'est-à-dire que selon que l'évaluation est positive, négative, selon ce qu'elle met en relief, ça a des effets pragmatiques sur les participants. La théorie de l'évaluation, l'action et la situation politique sont intimement liées entre elles. On ne peut pas s'amuser à évaluer comme si c'était purement théorique et croire que ça ne va pas interagir avec la situation politique. L'évaluation a toujours trait à l'échec ou à la réussite d'un projet de changement en cours. Et par ailleurs, le processus d'évaluation, sa fin est ouverte. Si on lance une évaluation en sachant exactement ce qu'on va trouver à la fin, ça n'est pas une évaluation. De même qu'une analyse qui sait d'avance ce qu'il en est de la personne qui dit avoir une demande de changement, ça ne va nulle part. Voilà, ça c'était rappeler brièvement les termes. À chaque fois, on était arrivé un petit peu au bord de cette question de l'analyse. Et donc, pour cette séance, ce que je vais vous proposer, c'est de rentrer vraiment dans cette dimension. Alors, déjà, il s'agit d'introduire cette dimension, puisque j'ai constaté que pour certains, elle est familière, mais vous n'êtes pas nombreux pour qui elle est familière, et pour d'autres, elle est totalement étrangère. Donc pour certains, déjà, l'évocation de la culture analytique, c'est-à-dire des ressources du domaine de la thérapie et de l'analyse, est un point clé. On va l'aborder dans le cadre de la SGE, c'est-à-dire pour éclairer la théorie de la SGE, mais pas seulement. On va aussi voir que la réflexion vaut pour l'ensemble des recherches en sciences de l'homme et de la société. Je vais essayer de poser de nouveaux éléments théoriques de cadrage. On va voir, par rapport à ça, quelles sont les ressources que peut offrir une culture des différentes approches analytiques en psychologie. Et puis on va faire un premier inventaire des enjeux pour ouvrir la recherche sur cette question analytique. C'est une des dimensions de la SGE sur laquelle on n'a pas travaillé depuis 7 ans. Mais ça n'est pas pour autant une dimension radicalement nouvelle. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la surprise, d'une certaine façon, si elle existe, est une fausse surprise, en ce sens qu'avant, il y a eu un certain nombre d'antécédents dans mon travail sur cette question-là. D'abord, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à cesser d'être chômeur, donc après mes études, ça a été d'écrire comme nègre un livre sur l'analyse transactionnelle, une approche de psychothérapie de groupe, pour un consultant qui s'appelle Alain Cardon, et donc il est toujours en librairie ce bouquin, qui s'appelle Vocabulaire de l'analyse transactionnelle. À l'époque, j'enseignais à l'ESSEC, notamment, avec Patrice Berthier, les approches psy, et en particulier l'analyse transactionnelle. On faisait 3 fois le module par an,
tellement il y avait d'élèves qui se déplaçaient pour faire ce module de 4 jours, je crois, sur l'analyse transactionnelle. Le deuxième précédent est absolument fondamental, puisque ma thèse prolongeait une interrogation et un projet dont on a beaucoup discuté avec Patrice Berthier dans le mois qui a précédé sa mort, puisqu'il était malade et qu'il est mort. Et donc on réfléchissait à comment on va faire pour rassembler et développer toutes ces idées, ces cas, etc. Et le cœur du projet, c'était de dire, voilà, le ministère de l'Agriculture est complètement dysfonctionnel s'agissant de la gestion des ressources naturelles. On en est malade, c'est-à-dire qu'on est incapable de prendre en compte les enjeux liés à ça. On paye des bergers pour allumer le feu en Corse, on paye des pompiers, on n'a aucune capacité de prise de conscience et de changement de la manière dont on gère les ressources naturelles. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire des propositions de grille de lecture pour soigner la maladie de pensée et de fonctionnement des institutions au regard de l'environnement et des ressources naturelles. Et comme on était tous les deux très actifs dans le champ des thérapies humanistes, on s'est dit qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse réfléchir au dysfonctionnement des gens et proposer des grilles de lecture pour intervenir, et qu'on ne puisse pas proposer des grilles de lecture pour intervenir sur la manière dont déconnent les institutions s'agissant de gestion des ressources naturelles. Ensuite, c'était en 81 ça. Ensuite, je me suis lancé dans ma thèse. Il y a eu quelques résurgences. Par exemple, un petit clin d'œil, ça a été avec Aline Catan, quand on a travaillé sur les pratiques agricoles favorables à l'environnement. On a constaté lors des entretiens que les agriculteurs étaient dans une dénégation du fait qu'ils polluaient, et qu'ils avaient toutes sortes d'argumentaires et de stratégies de dénégation. Et pour interpréter ces argumentaires, on a utilisé un modèle théorique de la méconnaissance et de la passivité, emprunté à des auteurs qui s'appellent Schiff. Ce qu'on a dit à personne, c'est que Schiff, c'est un bouquin sur la schizophrénie et sur une thérapie innovante pour prendre en charge la schizophrénie. Pardon ? Je sais pas. En tout cas, Schiff, c'est des auteurs qui font de la thérapie de la schizophrénie, et leur grille de lecture est parfaitement opérante pour analyser les discours de dénégation des effets négatifs sur l'environnement. En l'occurrence, c'était de l'agriculture. Et puis au cours des années 90, pendant 3-4 ans, j'ai aussi fait cours dans le cadre de GVSP, la formation à la gestion patrimoniale de l'INAPG, en donnant aux étudiants un panorama des différentes écoles de psychothérapie, parce que je considérais que c'était une ressource absolument indispensable pour ce qu'ils voulaient faire, puisque leur approche se réclame d'une forme d'intervention de changement, et qu'elle revendique cette dimension humaniste, et donc que les étudiants, il était quand même intéressant de leur donner un panorama et de leur montrer sur quoi s'appuyaient et comment fonctionnaient les différentes écoles d'intervention et de pensée thérapeutique. Donc, comment dire, cette reprise d'appui, c'est bien une reprise d'appui, c'est pas quelque chose qui débarque comme ça de on ne sait où. Peut-être que ça vaut le coup de dire aussi que pendant des années, ma principale lecture, ça a été des lectures sur les aspects psychologiques. Alors, pourquoi je pense que c'est maintenant un moment approprié pour faire cette reprise d'appui parce que, comme je l'ai montré pour la critique lors de la conférence RES 0, tout l'aspect analytique et psychologique est passé par une période latente qui a commencé à la fin des années 80 et qui a duré toutes les années 90 et le début des années 2000. C'est-à-dire qu'on en a parlé de moins en moins, que la culture en a diminué, que cette dimension-là avait moins droit de citer. J'ai trois éléments d'explication. D'abord, il y a eu un déplacement très important de la frontière entre la sphère publique et la sphère privée. À la fin des années 70, quand on travaillait avec les étudiants de l'ESSEC, on faisait de l'introspection psychologique en direct sur leur vie privée, le sens de la vie, le sens des relations entre les gens, etc., en salle de classe, à l'ESSEC, dans des mises en scène de l'ordre du psychodrame. Et au cours des années 80, les étudiants ont changé complètement de manière d'être et de manière de vivre, et aujourd'hui, il est pratiquement exclu
de mobiliser ce qui est de la sphère privée de l'étudiant, de son sens de la vie, dans le cadre de l'institution scolaire ou dans le cadre de l'institution académique. Et donc cette frontière s'est déplacée, et avec elle, toutes les ressources intellectuelles et humaines qui allaient avec la recherche d'un sens de la vie qu'on pouvait mettre en rapport avec la vie professionnelle. Aujourd'hui, ce sont deux quêtes dont on ne voit plus bien comment elles rentrent en rapport. Le deuxième élément, c'est la disparition de la culture psychanalytique ou analytique dans les prises de parole en sciences sociales. Si vous lisez des écrits de sciences sociales d'il y a 25 ans, la plupart des chercheurs étaient des gens qui avaient une culture importante de la psychanalyse. Si vous lisez des philosophes, par exemple, qui ont marqué les années 70, que ce soit Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida, c'est des gens qui avaient une culture énorme de la psychanalyse. Petit à petit, cette culture s'est perdue. Et puis enfin, dans notre domaine de la recherche, on peut noter une dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche s'apparente de plus en plus à une administration des idées, dans lequel le chercheur est un professionnel de l'administration des idées, et de moins en moins à une aventure personnelle d'investigation, d'interprétation du monde et d'écriture, comme c'était le cas, ou comme c'est à mon avis encore le cas, chez les grands auteurs de sociologie, ceux qui ont vraiment une aventure personnelle de pensée par rapport au monde. Donc la prévalence de l'administration des idées, forcément, enlève ou refoule cette dimension-là. Mais un certain nombre de signes, depuis 2 ou 3 ans, comme pour la critique, se font entendre, liés d'abord au fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans des postures d'impasse, j'insiste pas là-dessus. Deuxièmement, lié à un phénomène que j'ai développé dans la conférence RES 1, c'est le fait que là où il y a 25 ans, les chercheurs en sciences sociales essayaient d'expliquer l'ordonnancement du monde, c'est-à-dire le grand dispositif avec un grand D dans le cadre duquel nous sommes plongés, ils sont venus à travailler sur des dispositifs avec un petit d. Par exemple, il y a 25 ans, les sociologues critiquaient la société prise dans son ensemble. Aujourd'hui, ils admirent le déroulement d'une conférence de citoyens, donc d'un petit dispositif méthodologique qu'on a fait fonctionner. Ou bien, ils mettent en scène des jeux de simulation avec 3 irrigants. Et ça reconstitue un microcosme de l'irrigation et de la gestion de l'eau sur lequel ils se posent. C'est un peu lié à la thématique du surplomb que j'avais développé dans RES 0. C'est un peu la stratégie qui consiste à rester en surplomb, mais sur des taupinières, parce que comme on est de moins en moins haut, on est en surplomb sur des trucs de plus en plus petits. On y reviendra. Une situation collective qui fait porter l'enjeu sur le sens individuellement donné à l'activité de recherche. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Paradoxalement, on est de plus en plus dans une administration des idées. Mais on est dans un dysfonctionnement de plus en plus grand de tout ce qui est l'activité organisée et collective de recherche. Et donc, les chercheurs, pris dans cette mécanique d'administration des idées, mais ne pouvant que difficilement développer des projets d'équipe collectifs, se recentrent sur leurs interrogations individuelles pour essayer de faire fonctionner au moins le questionnement qui est porté par eux. Et donc là, il y a une nouvelle résurgence de la question du sens de l'activité individuelle de recherche. Et puis j'entends, cette fois-ci, ce n'est pas juste une observation, mais par exemple, Sophie Bobet et d'autres chercheurs ont organisé il y a quelques mois un séminaire sur qu'est-ce que c'est que les postures du chercheur. Dans le cadre de CDE, la question est revenue un peu partout et les gens ont réagi très positivement à cette question lors des journées du programme. En fait, on a fait beaucoup de chemin depuis janvier 2004, quand j'avais fait la présentation là, sur RES 0. Il y a de plus en plus de gens qui posent la question du rôle de chercheur, de sa position, de la réflexivité, etc. Par exemple, Catherine Mougenot, sommes-nous réflexifs dans le cadre de Diva? Donc, on va attaquer ce problème en se disant que c'est le bon moment. Et le plan de mon intervention est le suivant. Je vais commencer par introduire la question de l'immanence et de l'intervenance du chercheur.
Dans un deuxième temps, je vais essayer de vous montrer que les approches analytiques ou psychothérapeutiques constituent une véritable école d'immanence et d'intervenance. Ensuite, je reviendrai sur l'expérience de l'analyse institutionnelle sur la base d'un auteur, Roger Loureau. Et puis ensuite, je vous proposerai, ce sera le plus hard, un vocabulaire pour trouver des mots pour dire ce qu'il en est de l'intervenance d'un chercheur dans une situation donnée. Puis on conclura avec des pistes de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immanence ? L'immanence, c'est le fait d'être dedans, c'est le terme que j'avais utilisé dans la première conférence, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il n'est pas légitime d'attendre qu'on puisse par la pensée s'extraire de la situation dans laquelle on est placé, pour la voir comme si on la voyait de l'extérieur, d'un point de vue transcendant, et qui n'est un point de vue qui ne serait pas marqué par la manière même dont on s'inscrit dans la situation. Autrement dit, nous voyons le monde du dedans, et nous n'avons aucune capacité à le voir du dehors. Les visions du dehors qu'on a sont des impressions qu'on a, mais qui peuvent toujours être référées à une vision du dedans. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression de surplomber le monde, c'est un surplomb partiel à l'intérieur d'une inscription qui, elle, englobe ce surplomb. Ça s'oppose à une conception qui serait transcendante, c'est-à-dire le fait que par la pensée, on pourrait se mettre sur un plan de réflexion qui soit plus large absolument que le plan où on est inséré dans les situations réelles. Donc là, on est dedans. À partir de là, moi je suis dans cette position, je pense qu'il n'y a pas de pensée qui ne soit pas immanente. Et à partir de là, je propose une formule ou un slogan suivant qui est « Il n'y a pas de recherche non-intervention ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début d'RGTO, on a quand même passé pas mal de séances de travail sur la base des terrains, etc., à réfléchir sur la recherche-intervention, mais est-ce qu'on fait de la recherche-intervention ? Est-ce que c'est légitime ? En quoi elle se distingue des autres recherches, etc. On avait notamment discuté l'ouvrage de Liu, qui était pas mal, ainsi que d'autres références. Eh bien, je pense que cette quête, en fait, partait dans la mauvaise direction, tout simplement parce que toute recherche est intervention et que la question de savoir s'il y a des recherches plus intervention que d'autres n'a pas de sens. Donc, entre deux recherches, la seule question qui se pose, c'est qu'elles peuvent intervenir autrement, plus indirectement, avec d'autres enjeux, dans des termes différents, sur la base d'autres contrats, mais la question de savoir si une recherche est plus intervenante qu'une autre est une question dépourvue de sens. Je référerai simplement là-dessus aux analyses des sociologues des sciences sur la technoscience. Les sciences dures ont pris conscience du fait que les sciences dites fondamentales faisaient partie du système des technosciences et qu'à ce titre-là, elles faisaient partie de l'intervention technique. Il serait quand même assez étonnant que dans les sciences sociales, on ne soit pas capable de faire la même prise de conscience, c'est-à-dire que dire sur le social, c'est intervenir. Et ne pas dire, c'est encore dire, comme l'ont montré les psychologues de Palo Alto, ça on y reviendra. Donc, c'est un véritable piège, cette histoire de recherche-intervention. C'est un peu comme avec la psychanalyse et la sexualité. Les gens qui disent « moi j'ai une sexualité », les autres qui disent « ah non, moi j'en ai pas, je suis pur ». Non, tout le monde en a une. Après, chacun a des manières de la vivre, mais ne venez pas me dire qu'il y a des gens qui interviennent et d'autres pas. Donc, pour dire ça, je propose cette notion d'intervenance. La question n'est pas de savoir s'il y a des recherches d'intervention ou pas, mais quelle est l'intervenance d'une recherche donnée. Toutes les recherches sont intervenantes. Et la question qu'on a en droit de poser aux autres, c'est quelle est ton intervenance ? Et nous, évidemment, on peut s'interroger sur notre intervenance. C'est de ça qu'il s'agit de discuter, c'est de nos intervenances respectives. Et le message « je suis plus intervenant ou moins intervenant que toi » n'est pas acceptable. Alors, comment on va faire pour embrayer sur cette notion d'intervenance. On va utiliser deux lignes de réflexion pour ouvrir l'espace d'analyse. D'abord, on va partir du principe... on va partir d'un premier principe, c'est que le discours produit par le chercheur est une action. Autrement dit, quand un chercheur dit quelque chose ou écrit quelque chose, il agit.
quand Bourdieu écrit que les riches écrasent les pauvres, eh ben, c'est pas juste une parole comme ça, c'est une parole qui agit dans le champ social. La deuxième ligne d'analyse, c'est qu'on va se dire que le dispositif avec un petit d cache mal le dispositif avec un grand D. Ça, c'est un thème favori de Maya. Ça veut dire que les petits jeux de simulation avec les irrigants du Sénégal cachent mal les relations macro entre la Banque mondiale, la coopération française et les rapports de force entre agriculture et environnement au Sénégal. Et donc, qu'on ne peut pas... qu'on est pris un peu entre deux feux. D'un côté, ce qu'on peut appeler un commentaire sans prise, c'est-à-dire, vous vous rappelez à la Bussière, quand Maya a fait son transparent, qui expliquait que tout ça, c'était lié à des grandes forces qui venaient de la Banque mondiale, etc. Ça donne cette impression de commenter de manière impuissante sur des macrostructures, sur les dispositifs avec un grand D. Donc ça ne peut pas coller. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se dire qu'on va résoudre les choses entièrement grâce à ce que j'appelle le rabattage microcosmique. C'est cette histoire de dire on va travailler sur des microcosmes. On va reconstituer un petit système irrigué avec 3 irrigants, un modèle d'ordinateur. Ou bien on va reconstituer avec 12 citoyens, un jury de citoyens qui va être représentatif de la République, de la démocratie, etc. Donc il faut accepter de travailler sur la ligne entre les deux. Du coup, ça découpe l'espace de réflexion autour de 4 points cardinaux. Celui d'en bas, c'est le souci, c'est-à-dire l'engagement, le désir du chercheur. Celui d'en haut, c'est le discours dans lequel le chercheur s'inscrit, et le cadrage théorique, ou le discours que porte le chercheur, et le cadrage théorique qui va avec. Et puis sur l'autre ligne, eh ben, d'un côté, on a le dispositif avec un grand D, c'est-à-dire la situation générale, les problèmes de la société. Au Sénégal, ça va être la Banque mondiale, l'ajustement structurel, les marchés agricoles et tout. Et puis on va avoir le dispositif avec un petit d, c'est-à-dire le microcosme méthodologique qui est mis en œuvre par le chercheur ou l'intervenant. Si on veut réfléchir à une intervention, on peut partir, et il faut partir du principe que chaque geste, là il y a une erreur, chaque geste de pensée, chaque acte de pensée du chercheur, chaque entreprise de pensée, c'est-à-dire chaque projet de recherche, vaut par les 4 aspects qui s'expriment réciproquement les uns les autres. C'est-à-dire qu'une recherche, elle exprime forcément un souci, une méthode, dans une situation générale, et elle exprime un discours, un cadrage. Donc ceux d'entre vous qui ont lu des bouquins anglo-saxons sur le discours, ça insiste sur ce fait que les analyses qu'on fait, elles s'inscrivent dans des espèces de ce qu'on appelait avant des idéologies ou des cadres de discours plus larges. Et donc, quand un chercheur nous dit que tout ce qu'il fait s'appuie entièrement sur une méthode et qui ne nous parle ni du souci de l'intention qui l'anime, ni de la situation de financement, de pouvoir, d'institution dans laquelle il est, c'est simplement qu'il occulte ou il implicite ou il n'explicite pas ces dimensions. Elles sont toujours au travail, les 4 en même temps. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à s'interroger vraiment sur analyser ce qu'on fait sur son intervenance quand on est chercheur. C'est l'horreur. Parce que quand on vous demande d'expliciter tout ça, tous les stratagèmes pour être froid, neutre, hors de portée, ou au contraire passionné, mais pas rigoureux, ça coince très vite si on se met en devoir de faire ça. Et donc, au secours, vite une posture de soulagement. Ça, c'est le thème que j'avais développé dans Res 0. Vous vous rappelez que j'avais fait une espèce de... Moi, je croyais que c'était une galerie de portraits. Mais Aline m'a expliqué après que c'était plutôt un Kama Sutra qui montrait les différentes postures dans lesquelles les chercheurs se mettaient, justement pour essayer de ne pas expliciter le jeu de renvoi entre les 4 dimensions. Alors, les postures, c'était poser comme valeur de repère la recherche de l'accord. Moi, je n'ai pas de souci ni d'intention. Je m'aligne sur l'intention qui émerge. 2. Mettre sa technicité au regard d'une commande extérieure. C'est la commande qui est porteuse du souci, du cadrage, de la situation. Revenir au topic critique de la discipline.
c'est mes collègues qui ont défini le problème comme ça avant, donc moi je ne fais que m'inscrire dans ce cadre-là. Ensuite, le cadre, c'est le politiquement. Le cadre, c'est la définition minimale des valeurs réduites à l'évidemment inacceptable. C'est par exemple l'épisode raconté par Maya du département production végétale et animale de l'ENSAM, qui va s'appeler production animale et végétale durable. Et Maya leur demande où sont traitées les productions non durables. Il n'y en a pas. Bon, voilà, ça c'est la posture numéro 4. 5. S'adosser à des principes mobilisateurs idéalisés, c'est le politiquement correct. 6. Se cantonner dans une posture réactive, c'est-à-dire ne jamais avancer ses positions, mais uniquement des réactions aux positions des autres. Dans ce cas-là, c'est les autres qui ont des intentions sournoises, c'est les autres qui ont un discours idéologique, c'est les autres qui ont des méthodologies inductrices de ceci ou cela. Moi, je ne fais que remarquer qu'en fait, c'est plus compliqué. Ensuite, il y a la mise en abîme. Vous vous rappelez qu'un de nos amis est dans cette situation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on réfléchit sur la situation, puis sur la réflexion de la situation, je vais y revenir. Et puis, la dernière, c'est d'abandonner la recherche directe pour faire de la recherche sur la recherche et de la socio des sciences. Alors, faire de la dernière, c'est dommage, vous ne connaissez pas le sketch de Bruno Solomon sur l'école de mannequins, mais le sketch, c'est un mannequin qui arrive, un mec, et qui dit, voilà, moi j'ai fait l'école de mannequin, tout, il est narcissique au possible. L'école de mannequin, on apprend à marcher, et c'est très compliqué d'apprendre à marcher, parce qu'il faut penser à marcher, c'est-à-dire à penser comment on marche, et alors il développe tout ça, et à la fin il dit, mais il ne faut quand même pas oublier de marcher. Donc, le problème, c'est que si on pense à marcher sans marcher, eh ben, on n'avance pas. Dans la recherche, du moins, on ne peut pas imaginer des sciences sociales dans lesquelles les chercheurs en sciences sociales ne feraient plus que de la sociologie des sciences. Par moments, on a l'impression qu'on se dirige un peu vers ça. Le deuxième exemple de posture de soulagement, et c'est là qu'on va voir ce qu'apporte l'intervenance, c'est la mise en abîme. Alors la mise en abîme, c'est très simple. J'avance une analyse d'une situation sociale, mais les gens me questionnent en me disant, mais quelle est l'intention que tu as? Pourquoi? Quel est le souci qui te porte pour que tu fasses cette analyse-là? Donc, au lieu de répondre, ce que je vais faire, c'est, au lieu de répondre simplement, je vais discourir sur mon intention. Je vais fabriquer un discours méta qui va parler de mes cadres discursifs, de mes intentions, etc. Et si on m'interroge sur mon projet d'action, pourquoi tu passes au niveau méta, je dis, attends, je vais te faire toute une analyse du pourquoi je passe au niveau méta, et on parle de ce dont on parle, de comment on en parle, etc. etc. C'est ça, cette réaction en chaîne, qui est quand même pas extraordinairement clarificatrice. Sauf si on accepte ce changement de plan, mais en y mettant une condition extrêmement forte, et cette condition, c'est que les changements de plan restent clairs, sans comporter de dénégation. C'est-à-dire que le fait de passer à un autre registre de justification du discours ne soit pas accompagné du fait de ne pas se justifier directement, de ne pas expliciter directement ce qu'on veut faire. Par exemple, quelqu'un qui a un discours, qui a une interprétation qui est très favorable à un des acteurs en présence, par exemple les maîtres d'ouvrage d'équipement, il peut développer un discours méthodologique ou institutionnel sur pourquoi il a ce discours-là, mais à condition qu'il assume le fait que oui, son discours théorique est favorable et s'inscrit dans un projet d'action en faveur des maîtres d'ouvrage. Donc que le changement de plan ne soit pas une simple fuite, mais qu'on puisse suivre les traductions et les transformations d'un plan à l'autre. J'ai essayé de représenter ça par ce discours. Donc, en réalité, le souci du chercheur, le discours qui tient, le dispositif avec un grand D et celui avec un petit d, on retrouve cette configuration dans plusieurs champs de réalité. Pour un exemple très simple, un chercheur, il va avoir des intérêts institutionnels dans le champ académique, comment me faire promouvoir au sein de mon organisme de recherche. Il va avoir des intérêts dans le champ environnemental, comment faire avancer ma cause militante. Il va avoir des intérêts dans le champ financier. Par exemple, Farid, il va se dire comment faire pour être maître de conf plutôt que prof de lycée,
comment faire avancer la cause des grands prédateurs, de la faune, de la biodiversité, comment faire bouillir la gamelle, ces 3 champs de réalité à l'intérieur desquels il peut avoir des discours, des soucis et des situations différentes. Donc la mise en abîme, ok, à condition qu'elle permette de rendre bien lisibles les étagements de plans et petit à petit, au fur et à mesure de la discussion, qu'elle rende la situation plus claire et qu'elle ne consiste pas simplement à fuir d'un plan vers l'autre. Vous vous rappelez que dans REST 0, j'avais parlé d'un problème qui avait été la plaie des années 70 et 80. C'est le fait qu'on en était venu à une situation où on pouvait interpeller les gens en leur disant « si tu dis ça », par exemple, si tu as une analyse à la Crozier, c'est parce que tu es favorable à l'économie libérale, parce que tes parents ont plein de pognon, parce que, etc. Et il n'y avait pas moyen de se défendre. Et j'avais dit qu'il fallait commencer à chercher des règles de discussion qui ne permettent pas cette espèce de violence sans nuance, mais qui permettent au contraire de discuter. Donc là, on avance d'un petit cran vers de telles règles, en ajoutant donc à cette possibilité de passer d'un plan à l'autre, à condition d'assumer dans chaque plan, 2 règles. L'analyste, c'est-à-dire le chercheur, ne peut pas prétendre faire abstraction entièrement d'un plan. Par exemple, quand un chercheur nous dit « moi, je suis chercheur à l'INRA, mais ça n'a aucun effet ni sur mes intérêts, ni sur mes cadrages théoriques, ni sur quoi que ce soit », là, clairement, on n'est pas dans une situation acceptable du point de vue de l'explicitation. Mais inversement, la personne qui demande des justifications au chercheur n'a pas à lui infliger un rabattement total qui reviendrait à dire qu'un seul plan suffit à expliquer l'ensemble de son engagement. Donc, la personne qui dirait « c'est parce que tu es à l'INRA que ça explique tout sur ton discours théorique, sur tes intérêts, sur ta manière dont tu conduis ta recherche », ça n'est pas davantage acceptable. Ce qui est acceptable, c'est de pousser la discussion d'un plan à l'autre dans un travail d'explicitation qui ne peut acculer ni à l'un ni à l'autre de ces rabattages. Alors, un autre aspect de la même lecture, vous vous rappelez que j'avais fait une diagonale dans l'autre sens pour les plans du chercheur lui-même, c'est le fait qu'il faut s'interroger sur la relation entre le chercheur en sciences sociales et les acteurs qui sont l'objet de son travail. Alors, l'analyse, donc, c'est le chercheur, l'acteur, c'est l'enquêté, et donc, il y a une petite histoire. Analystes et acteurs sont dans un bateau. L'un dit à l'autre, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais, ou qu'est-ce que tu penses avec ce que je fais? Et l'autre dit à l'un, qu'est-ce que tu fais de ce que je pense, ou avec ce que je pense? Donc, qui est l'acteur, qui est l'analyste là-dedans? Donc, on ne peut pas dire, en fait, c'est vrai pour les deux, c'est-à-dire que l'analyste, là je m'appuie aussi sur les analyses d'Yves Jeanneret. Le chercheur en sciences sociales, c'est quelqu'un qui réagence ce que lui dit l'acteur, et puis qui fait des choses avec ça. Et puis les acteurs eux-mêmes, ils récupèrent les discours, etc., produits par les chercheurs en sciences sociales, et puis ils instrumentent ça ensuite dans leur pratique. Par exemple, en faisant du patrimonial, du ceci, du cela. Il y a donc un recyclage permanent entre les deux. Ce qui est certain, c'est que toute situation de recherche en sciences sociales, il y a un chercheur avec ses soucis, son discours, son dispositif, et puis il y a un acteur qui a son souci, son propre discours et ses dispositifs, et c'est la rencontre de ces deux personnages, tous les deux immanents, dedans, qui sont tous les deux pris dans le système, qui caractérise la situation de recherche en sciences sociales. Donc, tout à l'heure, on ira creuser un peu plus loin les conditions de ces rencontres. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, à mes yeux, on voit déjà que ce modèle d'intervenance est plus éclairant que l'approche par les valeurs. Vous vous rappelez que la citation de Boltanski, soit on se dit axiologiquement neutre, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire de recommandations. Soit on veut faire des recommandations, mais il ne faut pas se dire neutre. Là, je pense qu'on a une lecture un peu plus complète de la situation d'intervenance du chercheur. Et par ailleurs, tous les discours sur la recherche-action, à mon avis,
on a vu tous les inconvénients qu'ils ont et le fait qu'ils posent beaucoup de problèmes. Une fois qu'on a accepté le fait que toutes les recherches sont intervenantes, que la seule question c'est de discuter des modalités d'intervention, là ça devient déjà beaucoup plus ouvert l'espace de discussion. Donc maintenant, après cette première introduction et la proposition de ce modèle d'intervenance, ce que je voudrais vous montrer, c'est que les approches analytiques ou les approches de psychothérapie constituent une école irremplaçable d'intervenance et d'immanence. Alors, pourquoi ? D'abord parce que les théories psychologiques sont liées à des pratiques thérapeutiques. Tous les gens qui écrivent sur la psychanalyse, sur la dynamique de groupe, les rapports entre les gens, etc., développent des idées qui sont en relation avec des pratiques thérapeutiques. Et puis, il y a une caractéristique très très importante de la psychothérapie, c'est que comparé au sociologue, le psychothérapeute est confronté à son immanence de manière beaucoup plus immédiate et beaucoup plus totale que le sociologue. Si vous allez interroger un agriculteur pour lui demander qu'est-ce qu'il pense des mesures environnementales prises par le ministère, bon, ça vous fait chier qu'il les trouve mauvaises, etc. Mais disons, vous n'êtes pas remis en cause immédiatement en tant que personne et vous n'êtes pas dans une ambiance dramatique. En revanche, le psychothérapeute qui est tout seul dans une pièce avec quelqu'un qui va mal, et qui lui pond des larmes, un discours extraordinairement complexe où tout est mélangé et dont l'interprétation est excessivement difficile sur le plan intellectuel, ce psychothérapeute, il est d'emblée confronté au fait qu'il est dépassé. C'est-à-dire que la situation d'interaction, il est pris dedans et rien que le fait de surnager, c'est déjà très difficile. Donc, d'une certaine façon, beaucoup plus que les sociologues, les psychothérapeutes et leurs théories psychologiques ont dû prendre ça en compte. C'est intéressant d'ailleurs de constater que dans les sciences sociales, les autres qui ont pris en compte beaucoup l'immanence, c'est les anthropologues ou les ethnologues qui ont travaillé sur des terrains largués au bout du monde. Là, d'un seul coup, ils comprennent qu'ils sont complètement dépassés par la situation, et là, ils commencent à s'interroger, mais sérieusement, sur ce qui fait leur intervenance, quoi. Qu'est-ce que je suis venu foutre là, ils se disent. Et à partir de là, ils ont construit une discipline, c'est l'anthropologie. Et dans Louraud, dans un des livres de Louraud, il y a une analyse du journal de recherche de Malinowski, du journal de recherche de Margaret Mead. C'est assez extraordinaire. Donc du coup, les psys ont développé une véritable culture et des outils à la fois théoriques et méthodologiques qui sont complètement centrés sur l'intervenance, comprendre pour changer, et sur l'immanence. Alors, je vais commencer par vous montrer comment ça se présente dans l'exemple que tout le monde a en tête, la psychanalyse, en utilisant toujours la même grille de lecture entre souci, discours, dispositif et petit dispositif. Donc, la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle nous propose un énorme discours théorique, il y a un corpus théorique quand même gigantesque de théorie analytique. Ça, c'est au niveau de l'analyste. Et puis sur le plan du chercheur, de l'analysant, c'est-à-dire de l'acteur, l'analysant, c'est celui qui subit l'analyse. Hein. Sur le plan de l'analysant, lui, il a son discours. Il est sur le divan, il parle, et il y a tout son discours qui débobine. Sur le plan du souci, pour l'analysant qui est sur le divan, il y a un mal-être. Il vient là, non pas par curiosité intellectuelle, mais parce qu'il y a un mal-être et que c'est pour ça qu'il se pose des questions. Et puis, du côté de l'analyste, il y a une pulsion thérapeutique qui va se traduire notamment par le contre-transfert. Et Searles a écrit des choses très intéressantes pour des chercheurs, à mon avis, mais dont il reste à tirer les conséquences. Lui, il considère que tous les êtres humains ont une tendance psychothérapeutique, c'est-à-dire à aider les autres êtres humains qui vont mal. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des psys, etc. Dans un groupe humain, n'importe lequel, quand il y a des gens qui ne vont pas bien, eh bien, les gens ont une tendance à prendre en charge le mal-être des autres, et y compris les enfants de 4 ans ont tendance à prendre en charge le mal-être de leurs parents. Et donc, pour nous, qui sommes pris dans des sociétés dont on n'a pas l'impression parfois qu'elles vont très bien, je pense que l'explicitation, la prise de conscience de ça,
c'est quand même très très important, et que parler pour changer la société sans assumer le fait que on a cette envie d'intervenir qui est en nous, qui est humaine, c'est un problème, quoi. Donc dans la psychanalyse, un point tout à fait capital, c'est le dispositif avec un petit d. La psychanalyse crée un microcosme coupé de la réalité. Dans le cabinet du psychanalyste, il y a un divan, il y a un fauteuil et il y a une montre qui chronomètre la longueur de la séance. Et ça, c'est le microcosme, le dispositif avec un petit d, qui renvoie à la situation de vie de l'analysant, dans le grand monde où il y a l'argent, le pouvoir, tout ça, et qui renvoie aussi à l'activité économique de l'analyste, et notamment à travers l'argent. Donc, la psychanalyse est particulièrement claire sur le fait que ces quatre dimensions-là renvoient les unes aux autres, sont dans une explicitation réciproque, et que, par exemple, entre la théorie analytique, le dispositif du divan, le souci, le mal-être, etc., il y a un lien organique, et c'est ce lien qu'on fait travailler quand on intervient en psychanalyse. Donc, sur chacun des quatre termes, vous voyez que l'intervention analytique organise des conjonctions et des disjonctions. Par exemple, la séance à heure fixe avec le patient sur le divan et l'analyse dans le fauteuil, elle organise une conjonction. Deux analysants ou deux gens qui essaient d'analyser une situation se rencontrent, et une disjonction, ils sont installés dans une situation structurellement dissymétrique, comme dans la photo de Barreto où on voit les chercheurs du Sémagref en train de faire tourner la babasse pendant que les agriculteurs sénégalais les regardent en se demandant ce qui va sortir. De la même manière, la psychanalyse organise une disjonction au niveau du discours et de la théorie entre l'analyste, qui est dans un niveau très théorisé de discours sur la psychologie, et l'analysant couché sur le divan, qui lui vidange tel quel le contenu de ses idées, de ses émotions, de ses sentiments. Donc il y a une disjonction des discours dans la psychanalyse. Un point tout à fait crucial que nous enseigne l'expérience des psychothérapies, c'est que dès qu'on touche un terme, on touche aux autres. J'y reviendrai tout à l'heure. La psychanalyse française a été marquée par un conflit qui a duré 30 ans ou plus entre l'association psychanalytique internationale et l'école de psychanalyse créée par Lacan. Le point de désaccord, c'était la durée des séances. L'association psychanalytique internationale considérait qu'une séance de psychanalyse, ça dure 45 minutes, point barre. Et que, en dehors de ça, tu n'es plus dans le champ théorique et de la psychanalyse. Et Lacan considérait, lui, au contraire, qu'on pouvait terminer la séance en fonction de ce qui se passait dans l'échange avec le patient pour ponctuer l'échange avec le patient d'une manière qui soit puissante. Et c'est ce point-là qui a fait l'objet d'années de conflits, d'expertise, de contre-expertise, et qui a fait finalement diverger, et qui a conduit à l'excommunication de Lacan de l'Association internationale de psychanalyse, et qui a été structurant pour l'histoire de la psychanalyse française. Vous remarquez que dans les sciences sociales, c'est aussi un peu la même chose, et que des petites différences de méthodologie, de terminologie théorique, de posture de l'analysant peuvent changer à peu près tout dans ce que c'est qu'une démarche de SHS. Alors maintenant, là, je n'ai parlé que d'une seule approche, la psychanalyse freudienne. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que depuis le début du XXe siècle, se sont développées des centaines d'approches d'intervention psychologique, littéralement des centaines. Chacune a son propre discours théorique, chacune a ses propres dispositifs d'intervention et d'interaction entre analystes et analysants, ou patients et thérapeutes, etc. Chacune a sa propre conception du mode d'implication de l'analyste, on va y revenir avec des exemples,
Et puis évidemment, chacune a une lecture différente des défis que pose la société et la condition humaine, et des défis donc auxquels elle veut s'adresser à travers son approche. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est un survol un petit peu à Mach 1 de ce champ-là, pour vous montrer comment diverses grandes approches psychothérapeutiques reposent sur une combinaison différente entre les 4 facteurs, soucis, discours, et puis les deux échelles de dispositifs. Une première rupture, c'est celle de Reich, Wilhelm Reich, qui lui a dit, mais attendez, vous êtes super gentil avec vos divans, vos fauteuils et tout, vous nous avez une théorie où vous nous dites que tout a pour base la libido et la sexualité, et puis tout ce que vous nous mettez là-dessus, c'est des mots qui vont du divan au fauteuil, et puis rarement qui reviennent du fauteuil au divan. En réalité, dit Reich, si on veut intervenir vraiment sur la situation, il faut accepter que le psychisme à base sexuelle est vécu, il est immanent à un corps, et donc il faut travailler sur le corps sexué. Donc Reich a travaillé avec ses patients sur ce qu'il appelait la cuirasse caractérielle, c'est-à-dire les tensions musculaires qui nous permettent de refouler des émotions et d'empêcher certaines idées de nous venir. Et donc Reich travaillait avec ses patients sur cet aspect-là. Et puis Reich, il travaillait dans les années 30, et donc il a également dit, attendez, c'est super gentil là, le divan, le cabinet, mais est-ce que vous avez vu ce qui est en train de se passer dehors dans la rue avec Hitler, avec la montée du nazisme, etc. Et donc Reich a réintroduit tout un discours avec un livre qui s'appelle Écoute petit homme, je crois, le fait qu'on ne peut pas penser les problèmes psychiques des individus en dehors des systèmes macro-politiques qui les écrasent ou qui les libèrent ou en tout cas qui ont un effet énorme sur eux. Donc vous voyez que là, la conception... Et ensuite, Reich, ensuite, son parcours s'est terminé de manière un peu difficile parce qu'il a poussé très très loin sa réflexion sur l'immanence corporelle de la vie sexuellement fondée, quoi. Et il a dit, mais au fond, le vrai problème, c'est l'orgasme. C'est-à-dire que si les gens veulent avoir un psychisme équilibré, eh ben, il faut que régulièrement ils soient dans le cycle orgasme complet qui libère toute la cuirasse. Donc on enlève les tensions, on laisse passer l'orgasme et après on a de nouveau l'écran blanc, puis ça revient. Et donc il a inventé une machine qu'il appelait l'accumulateur d'orgones. Et c'était une espèce de boîte isolante dans laquelle il enfermait des gens pour faire l'amour. Et ensuite, il les faisait sortir, il fermait la porte, et puis il prenait les gens qui n'étaient pas bien psychiquement et corporellement, et il les mettait dans l'accumulateur d'orgones pour qu'ils récupèrent au moins un peu d'orgones. Il avait inventé donc ce concept théorique d'orgones, qui allait avec l'immanence de son dispositif, où les gens baisaient dans des boîtes pour accumuler l'orgone. Ah ben, la boîte n'était pas faite n'importe comment, il y avait des isolants en cuivre, et voilà, etc. Donc, il a terminé, il est mort en prison aux États-Unis. C'était un des plus grands psys du XXe siècle. Il y a une version atténuée de son travail par un Américain qui s'appelle Lowen, qui a créé une école de pratique psychothérapeutique qui s'appelle la bioénergie, qui est très intéressante et qui repose sur ce travail corporel initié au départ par Reich. Mais il n'y a pas d'accumulateur là. Une autre redéfinition du problème, c'est celle qui a été proposée par Perls, le créateur de la Gestalt thérapie. Perls, donc, dans la vision freudienne du monde, on a un inconscient qui est hyper plein de représentations, de ressources, etc., etc., etc. Et on n'est pas du tout dans l'immédiateté. On passe des années à creuser pour aller rechercher des cadrages archaïques, etc. Perls, lui, a introduit une pratique différente et qui s'appuie sur l'émotion et la relation aux autres et au monde. Autrement dit, au lieu de mettre le patient sur un divan et lui demander de faire remonter petit à petit tout ce qu'il a dans ses caves, Perls met le patient en situation réelle d'interaction dans un groupe, sur une chaise qu'il appelle le hot seat, et donc le patient sur le hot seat, en face du psychothérapeute, est invité à dire ce qu'il ressent et à rentrer en contact avec ses émotions.
non pas à aller dans le discours, mais à rentrer en contact avec ses émotions. Et à partir de ces émotions, Pearls fait dire au patient quel est le cadrage de la situation. Est-ce qu'il est pris entre quelque chose qui le domine et quelque chose qui est dominé? Donc au lieu d'aller chercher, de remonter toutes les ressources, on essaie de voir quels sont les cadrages qui, dans l'instant, à partir de l'émotion, agissent sur le patient. Et ensuite, Pearls a des techniques de travail à partir de ça qui permettent aux gens de terminer des cycles de résolution non terminés. C'est-à-dire que souvent, les tensions sont liées à des problèmes qui n'ont pas été clos, des envies qui sont montées et qui n'ont jamais été satisfaites, des peurs qui n'ont jamais été dites jusqu'au bout. Et donc, il y a une immédiateté et une sensibilité, un travail avec l'émotion chez Pearls, qui vont de pair avec un discours théorique qui est très puissamment construit, mais beaucoup moins proliférant que celui de la psychanalyse, et qui va avec le mode d'intervention. Donc on pourrait faire encore les 4 points. Il y a le mode d'intervention, il y a l'attitude de l'analyste, il y a le cadre théorique différent, et il y a la situation. Pearls, lui aussi, il a commencé à travailler dans les années 30, il était psychanalyste. Il a écrit une biographie passionnante qui s'appelle La poubelle vue du dedans et du dehors. Donc c'était un élève de Freud, je crois, et puis, ou d'élève direct de Freud. Le nazisme est monté, il est parti en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il s'est fait plein d'argent avec la psychanalyse, et puis après, il est allé aux États-Unis, il a inventé la Gestalt thérapie avec sa femme à New York, et ensuite, à 65 ans, il est allé à Esalen, dans des communautés hippies en Californie. Et là, il a mis au point la Gestalt de groupe avec tout ce qui est aujourd'hui associé à la Gestalt thérapie. Et donc, son problème à lui, c'était pas comme Reich, la société oppressive, c'était plutôt de donner aux gens les moyens de s'ouvrir à une société hédoniste, de profiter de l'ouverture à la liberté sexuelle, relationnelle, à la liberté des parcours de vie, et pour faire ça, de boucler leur dossier et puis de s'ouvrir à leurs émotions. Donc vous voyez que cette conception, elle a bien ces 4, elle s'appuie bien dans les 4 dimensions. Ensuite, une autre branche des approches psy est très importante pour ce qu'on peut faire en analyse institutionnelle, c'est tout ce qui concerne les dispositifs de groupe. Alors les T-groups, c'est la dynamique de groupe, inventée dans les années 50. Qu'est-ce qui se passe quand on met des gens ensemble dans une pièce? Alors là, l'analyste, il est dans un coin de la pièce, il regarde les gens qui sont en train d'interagir, c'est absolument spectaculaire, ça a l'air con, mais c'est excessivement spectaculaire. Et puis, il est dans une sorte de non-intervention pour observer ce qui se passe. Donc, il y a toute une littérature, des expériences, et c'est un vécu extraordinaire. Si vous avez l'occasion de faire ça, c'est incroyable. Ensuite, un autre recadrage qui a été très important dans mon propre parcours, c'est celui qu'a apporté Eric Berne avec l'analyse transactionnelle. Lui, il a fait un changement par rapport à la psychanalyse freudienne. En tout cas, son changement initial a été le suivant. Il a été de dire, mais ça va quand même pas. On a un psychanalyste qui a lu 40 tomes de littérature freudienne, qui parle dans un jargon absolument incompréhensible, et puis on a quelqu'un qui va pas bien sur un divan, et qui parle dans un langage complètement autre, qui est celui des gens normaux. Si on veut qu'il y ait une véritable possibilité de changement pour les gens et que les gens comprennent ce qui leur arrive, il faut se donner des cadres théoriques qui soient aussi compréhensibles pour l'analysant que pour l'analyste. Sans ça, l'analysant ne peut pas parler avec l'analyste, et donc on renforce la dissymétrie de la situation et donc l'impuissance de l'analysant. C'était ça le geste de rupture de Berne. Et donc, il a élaboré toute une théorie qui s'appelle l'analyse transactionnelle, et théorie qui peut être aussi bien parlée par l'analysant que par l'analyste. Et à partir de là, évidemment, le dispositif change. Si l'analysant et l'analyste parlent le même langage, pourquoi il y en aura un sur un divan et l'autre dans un fauteuil? Ça n'a pas de sens. Tout le monde peut parler, donc on peut se mettre en groupe dans une salle,
et chacun va pouvoir parler de ses problèmes, de ceux des autres. On a un langage pour en parler tous ensemble. Il n'y a plus une sorte de bilatéralisme entre le patient d'un côté, le thérapeute de l'autre. Donc vous voyez que quand on change une des dimensions, pof, tout le reste change, et chaque approche est porteuse d'une théorie, d'un mode d'intervention, etc. En les passant en revue, c'est pas seulement ça que je veux vous montrer l'étagère des principales ressources, celles qui sont les plus utiles et celles qui ont été les plus influentes dans l'élaboration, par exemple, des techniques d'entretien qu'on utilise aujourd'hui en sociaux sans se demander d'où elles viennent. Par exemple, Rogers, là aussi c'est un thérapeute des années 60, plus de la même génération que Berne, donc lui, son recadrage a été encore plus brutal. Il a dit, écoutez, cette histoire de théorie, c'est de la connerie, il n'y a pas besoin de théorie. Tout ce qu'il faut, c'est simplement écouter ce que les gens ont à dire, et en parlant, les gens se libèrent de ce qu'ils ont à dire, et pas seulement en parlant, mais en parlant et en étant vraiment compris. Et donc, d'après lui, dans le dispositif de la cure psychanalytique freudienne, toute la théorie ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est le fait qu'une personne puisse parler et être vraiment entendue par une autre personne. Et donc, Rogers, il a quand même réussi à écrire plein de bouquins là-dessus. Et c'est ces bouquins-là qu'on lisait au début des années 80 pour se former à l'entretien. Comment faire pour écouter vraiment quelqu'un sans plaquer sur ce qu'il dit des grilles théoriques. C'est toute la question de Rogers et de sa thérapie centrée sur l'écoute. Parce que plaquer des grilles théoriques, c'est pas pareil qu'écouter. Alors, là c'est pas un courant, c'est carrément une branche de l'intervention thérapeutique. C'est tous les auteurs qui ont refusé l'implication du thérapeute, surtout qui ont dit, mais attendez, que ce soit Berne, Perls, Freud, vous êtes dans des approches où vous considérez que ce qui va faire changer les choses, c'est le fait de prendre conscience de pourquoi ça ne va pas. Or, tous ces auteurs, Milton Erickson, Batson, Bandler et Grinder, disent, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça ? Qu'est-ce qui vous fait croire que ça aide les gens à changer ? De ressasser la raison pour laquelle ça ne va pas. Si ça tombe, ça renforce l'impuissance à changer. Et qu'est-ce que vous fait penser qu'on ne peut pas changer sans avoir pris conscience de ce qui ne va pas. Et donc, eux proposent des approches multiples qui sont toutes fondées sur le fait de dire il n'y a pas besoin des émotions, de tout le machin, etc. Ce qui est efficace, c'est un recadrage théorique. C'est-à-dire que le thérapeute, en verbalisant la situation d'une façon précise, rend impossible la perception du monde dysfonctionnelle qui était celle de l'analysant, et du coup induit une réaction en chaîne qui réagence le système de vision du monde, et donc les comportements, les relations, etc. Du patient. Alors, pour moi, ce courant-là est absolument fondamental. Donc, les auteurs clés, c'est Milton Erickson, qui est l'inventeur génial de l'hypnose médicale de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il avait des modes d'intervention tout à fait incroyables, consistant par exemple à raconter des histoires aux patients. Il écoutait un peu un patient, et ensuite il fabriquait une histoire telle qu'une fois que le patient l'a entendue, ça ne peut plus fonctionner pareil chez lui. Et donc, il va y avoir des réarrangements cognitifs qui vont faire changer le patient. Il y a un livre magnifique qui s'appelle My Voice Will Go With You, qui est extraordinaire, très drôle et très très intéressant. Autre mouvement qui repose un peu sur les mêmes choses, c'est Gregory Bateson, qui a écrit un livre qui s'appelle L'écologie de l'esprit. C'était aussi un écolo des années 60, et qui a été l'initiateur de l'école de Palo Alto, l'école de psychothérapie systémique, qui a donné les analyses systémiques, Václavic, de René, etc., tout ce qui est l'approche systémique de la communication,
dont aujourd'hui on ne parle plus, tout simplement parce qu'on l'utilise tous les jours dans nos analyses, sans même se rappeler que ça vient de là. Donc là, les livres clés, c'est Changement, paradoxe et psychothérapie de Václavic. C'est Selvini Palazzoli avec Paradoxe contre paradoxe et soins des schizophrènes en Italie ou un truc dans ce genre-là. Et puis il y a des vulgarisateurs qui s'appellent Bandler et Grinder qui sont très intéressants aussi, qui ont écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Reframing, le recadrage. Donc là, il y a une énorme... Pourquoi cette école de pensée est fondamentale pour nous ? Tout simplement parce qu'elle fait l'économie de l'hypothèse qui a besoin d'un engagement personnel de la part du chercheur et d'un engagement émotionnel de la part du patient, et que le patient n'a pas besoin de comprendre qu'il est en train d'être analysé. Dans les approches d'Erikson, le patient tombe sous hypnose sans s'en rendre compte. Et à la fin, il s'en est toujours pas rendu compte, mais il y a eu des recadrages. Or, ça veut dire que ce type d'intervention, on peut le faire dans le quotidien sans faire l'acte de rupture qui consiste à dire attendez, vous êtes des analysés, des analysants, moi je suis un analysé, on va tout foutre sur la table, vous allez être obligé de prendre conscience de ce qui ne va pas. Pas du tout, on peut proposer des recadrages. Or, c'est une activité courante des chercheurs en sciences sociales de proposer des recadrages. Ce qu'apportent les approches d'Erikson, Batson et autres, c'est de théoriser la question suivante, qu'est-ce qui fait qu'un recadrage est efficace? Pour faire quoi? Et dans quelle situation? Ça me paraît quand même d'une importance assez cruciale pour ce qui nous concerne. Dernier courant de mon panorama, c'est des gens qui disent bon, tout ça c'est sympa, les discours aux patients, etc., les divans. Nous, on pense que ce qui compte en réalité, c'est la situation, c'est-à-dire l'institution. Et donc, c'est notamment les courants d'antipsychiatrie. Des gens qui disent attendez, vous êtes en train de vous demander si avec des fous enfermés dans des asiles, on va faire plutôt de la psychanalyse jungienne ou plutôt de la psychanalyse freudienne. Le point clé, c'est que ces fous sont enfermés dans un asile et que cet asile représente le poids de la société sur eux et le poids de l'institution réelle. Et le dispositif avec un petit dé, c'est vraiment pas ça le problème. Et donc, eux ont lancé le mouvement d'antipsychiatrie des années 60 avec Cooper et Laing, auquel s'est rattaché Foucault. Et vous avez vu les développements théoriques incroyables que Foucault a tirés de son souci de la folie. Et puis les approches de psychothérapie communautaire et institutionnelle, comme celle des chiffres, qui ont créé des communautés de schizophrènes, des communautés thérapeutiques avec des schizophrènes, et celle de Guattari, le Guattari de Deleuze et Guattari, avec sa clinique institutionnelle de Laborde. Donc ces gens-là, c'est des gens qui disent foin des dispositifs avec un petit dé, ce qu'il faut, c'est expérimenter des nouveaux modes de vie. Et d'ailleurs, vous remarquez que leur proposition s'insérait dans un mouvement plus général de la société où les gens pensaient qu'on pouvait changer la vie. Ils n'avaient pas lu la BD sur José Bové, là, avec le slogan « Changer la vie, ça ne va pas être possible ». Ils avaient, et on était dans le mouvement des communautés hippies, des autres modes de vie, etc. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer en passant en vue cette galaxie, c'est la diversité et la richesse des ressources, et que chacun de ces mouvements, à l'intérieur duquel il y a de multiples écoles, a ses propres leçons, ses propres concepts, ses propres techniques pour gérer l'immanence et l'intervenance de l'analyste. Pour finir, une mention particulière pour un auteur qui a été le choc pour moi de l'année 2003, c'est Harold Searles, avec des livres comme L'effort pour rendre l'autre fou, Le contre-transfert, L'environnement non humain et Mon expérience des états limites. Le point clé de Searles est le suivant. Searles, il était psychanalyste dans des hôpitaux psychiatriques. Et lui a développé pendant toute sa vie une intervention et une théorie qui est fondée sur la psychanalyse, mais qui dit, attendez, dans la théorie freudienne, on a le dispositif de la cure, avec le divan, le fauteuil. Le patient éprouve un transfert vers l'analyste, c'est-à-dire qu'il va projeter sur l'analyste toute une série d'images, d'émotions, etc. Et l'analyste,
c'est un détail qu'il faut quand même prendre en compte, va éprouver un contre-transfert, c'est-à-dire qu'à son tour, il va contre-projeter sur le patient. La rupture de Searls et le point clé de Searls, ça a été de dire, mais le contre-transfert n'est pas du tout un élément technique parmi d'autres de la cure, c'est au contraire le point sur lequel tout se construit. Il ne faut pas dire, il y a d'abord la situation, puis le transfert, et puis une petite réaction qui est le contre-transfert. Il faut repartir de la situation d'intervention, tout simplement parce que l'institution psychiatrique dépasse le pouvoir de changement du thérapeute. La folie des patients est telle que les psychothérapeutes sont au départ dépassés, et donc si le thérapeute ne s'appuie pas sur la seule chose qu'il maîtrise vraiment, c'est-à-dire sur son propre élan de transfert vers le patient et vers la situation, et bien alors il ne fait que subir, et donc ça ne va pas fonctionner. Et donc les bouquins de Searls sont tout à fait passionnants pour ça, parce que non seulement ils développent l'idée sur un plan théorique, mais en plus, quand on le lit, on voit ce que ça veut dire quand on est pris, et je pense que ça devrait nous parler à nous, quand on est pris dans des situations qui nous dépassent complètement par les jeux de force qui sont en jeu, quand on est face à des systèmes qui dysfonctionnent à plein tube, et que si on se met en position de croire juste qu'avec des petits dispositifs on va pouvoir les maîtriser, je pense que c'est plus juste de se dire que la chose sur laquelle nous pouvons vraiment nous appuyer, c'est l'élan que nous avons nous par rapport au système et le contre-transfert que nous avons nous vers les situations dysfonctionnelles et vers le cadre institutionnel dans le cadre duquel on travaille. Ce qui renvoie à Lacan, et à des précédents extraordinaires dans l'histoire de la psychanalyse. J'ai trouvé ça dans un des bouquins de Louro, où Ferenczi, un des disciples directs de Freud, avait déjà vu ça et disait, mais attendez, l'analysant et l'analyste, c'est deux êtres humains, il y en a un dans le fauteuil, un dans le divan. Mais en fait, transfert contre transfert, ça pourrait être l'inverse. Et donc, il a expérimenté des analyses réciproques. Donc, tu as deux divans. et après, il se posait des questions incroyables, du genre, mais l'analysant qui parle, il est dans un état de relaxation proche de l'hypnose, alors que l'analyste, il est en vigilance. Si les deux partent en relaxation, comment ça va fonctionner? Donc, est-ce qu'on peut avoir des approches réellement symétriques dans le cadre de ces analyses? Donc tout ça pour montrer qu'en fait il y a aussi une tradition qui s'appuie sur le fait de partir du contre-transfert comme étant la seule chose qui nous appartient vraiment et donc le seul fondement qui peut nous être propre de relation avec les situations. Donc pour conclure, l'immanence et l'intervenance sont au cœur de l'acquis des approches psy. Deuxièmement, il y a une question qui m'a toujours paru fondamentale, c'est la question de savoir pourquoi il y a des querelles d'école entre les écoles de psychothérapie. Et j'ai lu partout les gens qui disent c'est dommage, etc., etc. Mais non. À partir du moment où les 4 dimensions que j'ai isolées au départ sont liées, un petit changement dans une seule des dimensions change tout. Change le discours théorique, change le vécu de l'intervenant, change tout. Et donc, par ailleurs, si on veut que les gens puissent capitaliser sur des modes d'intervention et des grilles théoriques, il faut arriver à stabiliser dans une enceinte donnée, des grilles de lecture, des modes d'intervention, etc. Et ça crée forcément cette possibilité de stabiliser et en même temps la prise de conscience que cette stabilisation est complètement relative par rapport à une infinité d'autres formules possibles, qui est à la genèse des querelles d'école. Donc les querelles d'école sont complètement légitimes. Si on accepte qu'on intervient en état d'immanence, eh bien l'endroit où on est, où on adhère, où on s'engage, c'est fondamental. Mais en même temps, il faut avoir conscience que cet endroit n'en est qu'un parmi d'autres endroits d'engagement possibles. Et donc, la pratique ne peut être qu'adhérer, il faut accepter les querelles d'école, mais sa réflexivité, elle passe par le fait de ne pas se laisser sectariser par son école, et donc par la capacité à se décoller, à pouvoir envisager aussi d'autres types de pratiques d'intervenance. Et alors, Alexandre nous parle toujours de l'effet Kiss Cool, et je me suis dit que sur ce registre de langage, on pourrait appeler ça l'effet post-it. En plus, après le ça, ouais, tout ça c'est très bien. Donc,
les ressources que nous approchent des approches psy, c'est une immense bibliothèque théorique, des concepts merveilleux, une immense batterie de techniques d'intervention pratique, et puis des ressources existentielles, c'est-à-dire le vécu de l'intervention en direct dans le cadre de démarches de changement et d'écoute. Ça apprend quelque chose sur qu'est-ce que c'est que d'être en prise sur des gens et sur une situation. Seulement, ces ressources, pour des gens comme nous qui ne sommes pas des psychothérapeutes, elles sont flottantes, elles sont déterritorialisées, puisque les concepts et les techniques ne sont plus dans le cadre précis pour lequel ils ont été conçus pour fonctionner, mais plus ou moins flottants. Donc, toutes ces ressources ne prennent sens qu'à partir du moment où nous aussi, nous créons un dispositif d'intervention précis, avec une posture, un souci, un projet précis, et où nous choisissons l'endroit où, dans le monde, nous allons intervenir. Et là, on va pouvoir faire notre choix de ressources, articuler ces ressources entre elles, et assumer le fait que cette articulation, dans cette situation concrète de pensée et d'action, et voilà, c'est ce qu'on fait, et c'est l'intervenance de notre démarche à un moment donné. Alors ça, c'était le panorama des approches psychothérapeutiques comme école d'immanence et d'intervenance. Maintenant, à partir de là, on n'est évidemment pas les premiers à se dire que ce serait bien de faire la même chose pour essayer de changer les institutions. Berthier et moi, quand on se disait mais comment on va faire pour analyser la déconnance du ministère de l'Agriculture sur la question des ressources, avec Olagnon d'ailleurs à l'époque, on était dans une préoccupation qui a été partagée par beaucoup d'autres, c'est de transposer ces méthodes, disons la possibilité d'intervenir au domaine institutionnel. Alors est-ce qu'on peut analyser la situation, c'est-à-dire le dispositif avec un grand D, le monde, et l'institution? Et oui. Est-ce qu'on peut analyser une société qu'il est illusoire de croire surplombée? La SGE essaye de faire ça, et puis il y a d'autres mouvements bien avant nous qui se sont mis à ça. Il est important de voir qu'en fait il y a trois grandes approches possibles de ce problème. Les deux premières relève de la pratique de la psychanalyse dans les organisations. Et il y a un livre très bon qui m'a été conseillé par Maya, le livre de Arnaud sur la psychanalyse dans les organisations, qui fait un véritable panorama de toutes les approches qui se sont développées dans ce champ-là. C'est tout à fait passionnant. Et Arnaud montre, alors, non, c'est pas Arnaud qui montre ça, mais dans ce champ-là, il y a deux manières de prendre le problème. Si on accepte, donc, les deux premières voies, elles consistent à dire oui, on va assumer le fait que les organisations ont aussi une vie psychologique. Que quand un agriculteur ne veut pas penser à la pollution qu'il génère, eh bien, c'est aussi psychologique. Parce qu'il culpabilise, parce que ceci, cela. Et donc, les deux premières voies, elles consistent à faire de l'intervention en totalité ou en partie psychologique vis-à-vis d'organisations. Qu'est-ce qui sépare ces deux voies l'une de l'autre, les deux premières? La première, c'est que toute une série d'approches sont basées sur l'idée que le problème, c'est la rencontre entre une psychologie personnelle qui est marquée par la famille, vous voyez Freud, le complexe d'Oedipe, etc., avec l'institution qui est organisée sur des bases différentes. Et que, par exemple, ce qui ne va pas dans l'institution vient du fait que les gens vont projeter une image paternelle sur des dispositifs qui sont purement organisationnels, ou bien vont faire circuler de la culpabilité qui est liée en fait à leur histoire personnelle, des choses de ce genre-là. À côté de cette approche-là, qui est la plus facile pour des psys, qui est celle qui vient naturellement à un psychothérapeute qui normalement travaille avec des personnes et qui voudrait se tourner vers la vie psychologique des groupes et des institutions. À côté de cette approche-là, toutes sortes d'intervenants et de théoriciens se sont élevés en faux contre ça et ont dit mais pas du tout, c'est vous les psychologues qui projetez cette dimension familiale sur l'organisation. En réalité, ce qui est très important, c'est de voir que les jeux de force familiaux dans la psychologie des personnes, c'est qu'une partie. Les personnes sont immergées psychologiquement dans des jeux de force psychologiques sociales.
Et que ce qui est important, c'est de voir comment la psychologie d'une personne se branche sur les forces groupales, à l'échelle du groupe, institutionnelles, politiques, de la société dans lesquelles il est pris. Donc, Mendel, qui a écrit beaucoup de livres très très bien sur la socio-analyse, a donné à un de ses livres un titre qui résume tout, « La société n'est pas une famille ». Et puis Deleuze et Guattari ont écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'anti-Oedipe » et dont le thème dominant est de dire « il y en a marre de nous expliquer que tout ce qui ne va pas chez nous, c'est parce qu'on a eu des problèmes avec papa, maman, et avec des problèmes de touche pipi. Ce qui ne va pas chez nous, c'est qu'on est pris dans une société capitaliste qui nous impose, qui nous organise autour de nous des structures de pensée, de pouvoir, de désir, etc., qui sont un jeu de force autrement plus puissant et plus important à élucider que nos souvenirs de complexe d'Oedipe quand on avait 4 ans. Donc, et puis, à côté de ces deux branches qui ont une approche psychologique de la société, mais sur des bases différentes, il y a une troisième branche qui, elle, repose sur le fait de dire « mais non, le problème, c'est pas du tout d'aller faire de la psychologie avec les institutions. Le problème, c'est d'aller intervenir pour comprendre et changer auprès des institutions, mais sans psychologie, c'est pas le problème. Dans le cabinet du psychanalyste, l'intervention, elle est psychologique parce que le problème est psychologique. Si on arrivait à faire rentrer le ministère de l'Agriculture dans notre cabinet thérapeutique, le problème n'est pas psychologique. C'est un problème d'analyse, un problème de changement, il faut qu'on écoute qu'est-ce qui déconne, etc. Mais il n'y a pas de raison de foutre de la psychologie là-dedans. Et donc, l'analyse institutionnelle ne repose pas ni sur le plan théorique, ni sur le plan des modes d'intervention, sur l'idée que la psychologie est à voir là-dedans, et donc en ce sens, c'est la branche qui est la plus proche, ou du moins la plus immédiatement compatible avec ce qu'on fait, puisque nous, on n'est pas là pour faire de la psychologie avec les acteurs du champ des territoires et de l'environnement, ou du moins pas en première analyse. Et d'ailleurs, Arnaud, dans son livre, exclut l'analyse institutionnelle du champ de la psychanalyse en organisation, avec une note de bas de page qui fait presque une page et qui est très intéressante et qui explique bien où se situe ce clivage. Donc, pour ce qui nous concerne, la troisième voie est la plus intéressante. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout négliger les ressources des voies qui sont branchées sur l'aspect psychologique. Je voudrais commencer par vous montrer que les problèmes, les questions que je soulève là, on les retrouve bien chez les gens qui s'intéressent à ça. Par exemple, avec cette citation, « Dans l'institution, le psychanalyste n'invente pas son champ d'action comme il le fait depuis Freud avec la situation de la cure, c'est-à-dire avec le divan, etc. Il entre dans un champ déjà existant qu'il doit connaître pour pouvoir y œuvrer selon des modalités entièrement psychanalytiques, oui, il y a une faute d'orthographe, dans une situation qui n'est pas une situation créée par la psychanalyse. » Pour moi, cette situation est intéressante parce qu'elle renvoie de manière très précise au projet de Ress. L'idée, c'est de dire on ne peut pas se satisfaire des approches qui organisent des microcosmes pour les observer et qui, de cette manière-là, s'affranchissent d'une certaine manière d'analyser le monde dans lequel nous sommes pris ensemble. Et donc, en revanche, il faut prendre conscience que si nous voulons analyser le monde social dans lequel nous sommes pris, alors ça veut dire qu'on va essayer d'œuvrer dans des modalités d'intervention comme si on intervenait sur des situations qu'on peut changer, qu'on peut maîtriser, mais en sachant qu'on est immergé dans ces situations. Donc ça, c'est le souci qui m'anime depuis maintenant plusieurs années. Dans la prospective, vous aurez reconnu que c'est aussi ça, un des thèmes clés entre le grand bain, le petit bain. Bon, la terminologie s'est un peu affinée depuis, mais la question est bien celle-là. Elle n'est pas d'inventer le millième microdispositif d'exercice de prospective, mais au contraire de trouver les mots pour dire les modes de réflexion prospective dans lesquels on les pris, parce que à partir de là, on peut agir comme si le dispositif avec un grand D était un dispositif avec un petit d, et on peut récupérer l'intervenance perdue et donc
perdre un peu de notre impuissance dans la relation avec la réalité. Je pense aussi que c'est pas notre boulot à nous d'aller faire de la psychologie dans les organisations, mais je résiste pas au plaisir de montrer que ce serait quand même pas mal de faire de la psychologie dans des organisations comme celles qui nous entourent, des grands organismes de recherche par exemple, qui sont quand même sérieusement déconnants et qui occasionnent des souffrances non justifiables chez les personnes qui sont à l'intérieur, soit qui sont enfermées à l'extérieur, comme certains d'entre nous. Donc, essayez d'imaginer un grand organisme de recherche proche de chez nous, des gens qui sont là-dedans, qui se font ou qui font CH 3 petits points, et lisons ensemble ces citations tirées du bouquin d'Arnaud. Donc, selon Arnaud, depuis une vingtaine d'années, on est passé d'un système dans lequel les gens avaient des projections sur des figures d'autorité, à une situation dans laquelle la fixation psychologique des gens se fait sur l'organisation elle-même. Autrement dit, c'est le fait d'appartenir ou pas à l'organisation, d'être aimé symboliquement et reconnu ou pas par l'organisation qui devient l'objet même du désir. Et ça fait passer de la personne, c'est-à-dire que les gens deviennent complètement angoissés par le fait d'être reconnus par une organisation. Pas par une autorité, une personne, autre, par une organisation. Et ça fait basculer psychiquement le contexte, depuis un contexte paternel et de lutte contre le père, à un contexte maternel. Et dans ce contexte maternel, les personnalités et les troubles qui se développent sont des troubles narcissiques. Les recherches de Schwartz aux États-Unis ont laissé apparaître que la combinaison, des processus narcissiques. Vous connaissez des gens narcissiques, vous, dans la recherche? Je ne pense pas à une seule personne, je vous rassure tout de suite. 2, d'une logique de management totalitaire. 3, et l'existence d'un idéal organisationnel était génératrice de troubles psychologiques importants. Les dérèglements repérés au plan managérial lorsque la nature de l'organisation s'écarte de sa mission professionnelle dans le monde réel pour mettre en scène sa propre perfection dans un univers fantasmatique, finissent par entrer en résonance les uns avec les autres pour aboutir à une dégénérescence organisationnelle au caractère autodestructeur, multidimensionnel et invasif. Quand on pense au discours d'autocélébration des grands organismes de recherche, quand on pense à tout ce qu'ils organisent autour du fait que le seul enjeu c'est de leur appartenir ou pas, quand on pense à la difficulté dans leurs règles organisationnelles, de se concentrer simplement sur l'accomplissement à plusieurs d'une tâche réelle, concrètement contractualisée, eh bien, je pense que, avant de refermer gentiment la porte de l'intervention psychologique, on peut se dire qu'il y a vraiment du boulot, c'est sans doute pas pour nous, mais que l'analyse institutionnelle des situations dans lesquelles on est pris ou rejeté, ça revient au même, eh bien cette analyse institutionnelle, il faudra aussi que des gens s'y collent sur un plan d'analyse, de psychanalyse des organisations. Voilà, je ne pouvais pas passer devant cette porte sans dire que... Alors, mais ce qui nous intéresse plus directement, c'est l'analyse institutionnelle non psychologique. Que j'ai abordé en lisant des livres de Louraud, l'analyse institutionnelle, l'état inconscient, le journal de recherche, les actes manqués de la recherche. Vous savez, c'est à l'époque où tout le monde disait les actes de la recherche. Tout, voilà, c'est les actes manqués de la recherche. Et implication, transduction. Il a dû mourir juste après avoir écrit implication, transduction. Dans cette analyse institutionnelle de Louraud, il y a un certain nombre de concepts clés pour nous. Par exemple, l'instituant et l'institué. Alors, qu'est-ce que c'est que l'instituant et l'institué? Voilà une citation de Louraud qui permet de prendre contact avec ce que c'est comme pensée. Comme un amour qui meurt et se change en haine, comme un enfant qui piétine l'angoisse de ses parents pour s'enfuir vers les plaines fertiles du négatif et y faire sa vie, comme une grande idée qui agonise dans des bureaux qui puent la défaite, comme ces magnifiques journées de révolte qui entrent la queue basse dans le musée des souvenirs écrans, le mouvement de presque toute l'histoire semble glisser vers la sale habitude, la perte de mémoire, les illusions inavouables, la destruction de nos envies les plus simples. Alors, ça renvoie d'abord en termes de style à un certain lyrisme
des années 70, Léo Ferré, les auteurs situationnistes, Debord, Van Eghem. Pourquoi ce style qui aujourd'hui, je le constate, vous fait sourire, pourquoi ces auteurs étaient lyriques? En fait, c'est un des moyens qu'ils avaient trouvé pour s'adresser au dispositif avec un grand D. Quelqu'un en 1960 qui prend conscience du poids de la société, de la rigidité, etc., qui ne veut pas rentrer dans une machine syndicale, mais se demande comment lui, tout seul, il peut changer la vie, eh bien, une des solutions, ça a été d'inventer un langage à l'échelle de l'interlocuteur. Et donc, de petites personnes, mais qui parlent avec des phrases immenses, une poésie, un souffle, qui fait que, d'une certaine façon, on peut parler à l'institution, même si c'est seulement sur un plan imaginaire. Et quand vous lisez aujourd'hui les livres situationnistes, donc de Guy Debord, La société du spectacle, et Van Eghem, le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes gens, on s'aperçoit que cette solution qui a été inventée alors, quelque part, elle a essayé de répondre à ça. Et que c'est de ce point de vue-là, on peut non seulement l'apprécier esthétiquement, mais le comprendre. Cette citation de Louraud, de quoi elle nous parle? Elle nous parle en fait de l'institué perçu par l'instituant. L'instituant, c'est le désir, l'envie de faire. Puis en face de vous, vous avez le monde, les choses instituées, les procédures. Dans un premier temps, la dialectique de l'instituant et de l'institué, c'est il y a l'institué qui existe, qui contraint, il y a l'instituant qui voudrait exister, qui se heurte à l'institué. Ça, c'est le premier aspect de la dialectique de l'instituant et de l'institué. Mais ce que nous montre la citation, c'est que si on regarde le passé de l'institué, c'était aussi un instituant. Un mariage sclérosé, qu'est-ce que c'est? C'est un amour qui a duré. Une institution bureaucratique, qu'est-ce que c'est? C'était un grand projet politique qui s'est bureaucratisé. Et donc, l'amour qui meurt et se change en haine, l'enfant qui piétine l'angoisse des parents, les parents là c'est l'institué, et l'enfant, il piétine leur angoisse pour vivre, son instituant l'emporte, vain par rapport à l'institué des parents, et puis deviendra à son tour l'instituant. C'est la chanson de Jacques Brel sur les types qui montent leur queue au notaire. Donc c'est le deuxième aspect de la dialectique de l'institué et de l'instituant, c'est que non seulement l'instituant se heurte à l'institué, mais l'instituant, quand il l'emporte, devient institué. Et puis à son tour, il y a donc ça, c'est les bureaux qui puent, les journées de révolte. Et donc, ce que dit Louraud, c'est que l'instituant a vocation à s'enliser, à se heurter à l'institué, et s'il arrive à gagner, à s'enliser dans l'institué. C'est ça le glissement. Et les termes qu'il utilise pour le glissement, je pense, au-delà du lyrisme, sont assez précis. C'est l'habitude, la perte de mémoire, on ne se rappelle pas, l'institué, on ne se rappelle pas du désir, des projets, etc., auxquels il correspond, c'est devenu simplement des règles qui sont là. Les illusions inavouables, ça va avec le refoulement, la répression. En situation instituée, il y a une difficulté, une résistance à la prise de conscience, qui est tout à fait capitale pour le projet d'une analyse. Et puis, il y a la destruction des envies les plus simples, c'est-à-dire finalement, on comprend que même des choses qui nous paraissent élémentaires, j'ai fait des études, j'ai envie de travailler, il y a un problème qui se pose à la société, comment ça se fait que déjà on hésite à en parler tellement l'institué est là avec ses murailles, ses oreillers, etc. Donc je pense que cette situation permet bien de situer cette notion instituée, ses connotations et ce qu'elle veut nous dire. Autre concept très important, l'analyseur. L'institué, on a vu, il est dans la perte de mémoire, l'habitude et les illusions inavouables. Autant dire qu'il est illisible. Et puis un jour, il va se passer un truc, ou bien vous allez créer un événement qui d'un seul coup va faire que le système va manifester ce qu'il est. Il va le dire. Mon exemple préféré, c'est l'ours. L'ours des Pyrénées, ou le loup, c'est un véritable analyseur
de l'agriculture de montagne et de sa relation avec l'environnement. Tous les discours se mettent à vibrer à plein tube, tout ce qui était plus ou moins en train de roupiller, et d'ailleurs d'agoniser en roupillant dans les montagnes, se réveille, et toutes les contradictions se laissent lire, les jeux politiques, etc. Ça, c'est un analyseur. Donc le loup et l'ours, c'est un analyseur naturel, c'est-à-dire que ce n'est pas des sociologues qui les ont mis là juste pour se marrer et voir ce que ça faisait. Mais dans l'analyse institutionnelle, il y a aussi des interventions qui consistent à fabriquer l'analyseur, à envoyer dans les gencives de l'organisation juste le truc qu'elle ne va pas pouvoir digérer et qui va faire qu'elle manifeste son incompréhension et ses contradictions. Exemple, Maya qui propose de créer un département environnement la semaine dernière à l'ENSAM, et tous les explicitations des non-dits que ça a pu créer. Autre concept important, l'éclateur idéologique. Alors ça, on ne va pas insister dessus aujourd'hui, je pense que je consacrerai une séance entière à la biodiversité et au développement durable comme éclateur idéologique. Qu'est-ce que c'est qu'un éclateur idéologique ? Dans une société politique, eh bien, il y a des oppositions. Par exemple, les travailleurs contre le patronat. Et l'éclateur idéologique, c'est un concept qui va intervenir là-dedans et qui va, d'un seul coup, faire comme si cette construction opposée qui donnait tout le sens, qui construisait l'interaction et le sens, n'avait plus de sens. Par exemple, il y avait la lutte entre l'économie et l'environnement, pouf, il y a le développement durable. Ah voilà, bah non. Où est-ce qu'il y avait des conflits ? Non, il n'y a pas de conflit. Non, on a tous le même problème, c'est le développement durable. Ça, c'est l'éclateur idéologique, c'est-à-dire ça déstructure à la fois les interactions concrètes et les oppositions qui construisaient le sens. Bon, transduction, on va laisser passer. L'inséparabilité du désir et de l'institution, c'est un point très important de la pensée de Louraud. C'est contrairement à ce que disaient beaucoup de gens de 68, ça n'est pas d'un côté le désir et puis de l'autre côté les institutions, puis le désir qui se heurte à l'institution comme la mer au rocher. En fait, le désir se construit face à l'institution. Il ne s'est pas construit quelque part, on n'est pas né et puis on n'a pas vécu pendant 15 ans sans institution, puis d'un seul coup on se heurte au désir. Non, le désir se sécrète, se construit au contact de l'institution, et donc il est structuré, induit aussi par l'institution. Et donc pour Louraud, le moi est un bric-à-brac d'institutions. C'est pas moi contre l'institution, l'institution elle est aussi au-dedans de moi. Donc tout ce mouvement d'analyse institutionnelle, c'est des gens qui ont réfléchi, œuvré, écrit plein de livres, créé des groupes d'intervention pendant 25 ans, en gros du début des années 60 jusque en gros en 90. Puis après ils sont devenus vieux et puis ils sont morts ou bien on les a oubliés.